bien, bonjour à tous. Je suis le professeur à l'UNI. Je suis professeur de médecine légale et de droit de la santé. En d'autres termes, je suis médecin légiste. Je suis la directrice de l'Institut de médecine légale du CHU de Nice. Et à l'époque de l'attentat du 14 juillet, j'étais la directrice adjointe. Ce que je vais vous présenter, c'est ce que fait un médecin légiste aujourd'hui, en 2025, face à un attentat. Et c'est un peu la leçon de ce que nous ont appris les attentats de Paris et de Nice. Parce qu'avant, ces événements, on ne gérait pas de la même façon. Et il y a énormément de choses qui ont changé sur la prise en charge des victimes décédées, comme la prise en charge des victimes vivantes, parce qu'il y a eu des centaines de victimes qui ont survécu à l'attentat de Nice avec des dommages très importants. Alors que se passe-t-il quand tout bascule, mais qu'on est du côté des personnes qui vont intervenir? On est tous en train de faire autre chose. Des fois on travaille, des fois on ne travaille pas. Et des fois on est sur la promenade des Anglais, ce qui était mon cas. Et donc on s'en va vite, on retourne à l'hôpital en courant. Et là on se rend compte que c'est le chaos. Parce que l'Institut de médecine légale a été un chaos. Moi, je me rappelle du 15 juillet au matin, on arrive, 86 housses bleues, 86 cadavres, et ça, on n'est pas formé à ça. Et le procureur de la République arrive. Alors, en cas d'attentat, ce n'est pas le parquet de Nice, le parquet de la ville qui gère, c'est le parquet antiterroriste. Et là, à l'époque, c'était le procureur Molins qui est arrivé, nous a dit, c'est simple, vous avez 5 jours pour finir. 5 jours pour identifier 86 victimes et pour connaître les causes du décès. Donc c'est impossible de faire ça en 5 jours. Et on a une des plus belles choses qu'on a vécues dans cet attentat, c'est l'entraide. Parce que énormément de personnes de la France entière est venue à Nice pour nous aider à faire les autopsies. C'était des médecins, c'était des secrétaires. Et on a même enrôlé pour la première fois en France et peut-être au monde les étudiants en médecine pour participer avec nous. Donc il y a eu au total une centaine de personnes qui étaient là tout le temps et vraiment dans une totale abnégation parce que c'était très difficile. Et les difficultés qu'on a rencontrées, au-delà du nombre de morts, parce qu'on ne gère pas autant de morts en même temps dans la vie de tous les jours, c'était une situation totalement inhabituelle avec beaucoup de pression. Il fallait s'organiser, organiser quelque chose qu'on n'avait jamais organisé avant. Il y avait les pressions, les médias et les familles, et la police et le procureur, et les souffrances des uns et des autres. Donc c'était très différent de d'habitude. Donc la première chose que je veux aborder, c'est comment on arrive à identifier 86 personnes en 5 jours, et surtout sans se tromper. Alors, on a beaucoup bénéficié des difficultés qu'a rencontré Paris au Bataclan, parce que vous vous doutez bien qu'il ne suffit pas de prendre la carte d'identité ou les papiers qui sont dans la poche de la victime, et il faut aussi identifier les vivants qui sont en réanimation. Alors, comment fait-on? Ça a été vraiment parfait à Nice. Ça commence dès le départ avec les pompiers et la police sur place. On ne prend pas les cadavres, même s'ils sont au PMA, on regarde où ils étaient. Et c'est un peu comme les archéologues, un quadrillage. On fait des coins, telle personne, tel objet, tel effet personnel était dans ce coin-là. C'est un relevage de type archéologique avec un quadrillage. Et l'identification, elle commence comme ça. Et après, au niveau de la morgue, on a établi une chaîne d'identification. Et le concept qui est apparu après le Bataclan et après Nice, c'est qu'on a fait 2 chaînes de travail séparées. Il y avait la chaîne d'identification d'un côté et la chaîne médico-légale pour établir la cause du décès de l'autre côté. Dans la chaîne d'identification, on travaillait en binôme. La police, alors PTS, c'est police technique et scientifique, avec un légiste. Ce binôme a passé en revue toutes les victimes décédées avec une mission très précise, une fiche de poste très cadrée. C'était de décrire le corps, mais dans les moindres détails. La couleur des yeux, les cheveux, la corpulence. On remplissait une fiche. Les bijoux, les effets personnels, les cicatrices. Et des photographies étaient prises, on mesurait, on pesait, on avait vraiment un descriptif du corps. Des prélèvements étaient faits, empreintes digitales,
pour tout le monde et empreinte génétique par un petit écouvillon dans la bouche. Donc ça prenait au moins 1 heure par personne en fonction de l'état de délabrement du corps. Et après, le corps passait au stand odontologique, c'est-à-dire qui est passé chez le dentiste, où il y avait systématiquement un panoramique dentaire qui est fait et un bilan des lésions dentaires. Ça, c'était la carte d'identité post-mortem. Alors, à l'issue de tout ça, on n'a toujours pas de nom, évidemment. Mais il y a une équipe en parallèle qui travaille sur le antémortem. C'est-à-dire que les familles vont dire, voilà, moi j'ai telle personne que je cherche, et les personnes qui relèvent l'identité antémortem prennent tous les renseignements que nous avons pris en post-mortem. Qui est votre dentiste? Est-ce qu'il y a déjà eu un fichage d'empreintes digitales, le poids, la taille, les cheveux, les habits? Il était où? Et c'est comme ça, en confrontant les données antémortem et les données post-mortem, qu'on va identifier quelqu'un. Il ne faut pas croire qu'on se contente d'un élément. Pour ne pas faire d'erreur, parce que des erreurs, il peut y en avoir. Il y en avait eu à Paris. Il faut confronter tous les éléments. Donc la description du corps, qui n'est pas ce qu'il y a de plus fiable, mais qui est très important, avec l'ADN, avec les dents et avec les empreintes digitales. Alors, un laboratoire d'ADN, on n'en a pas à Nice. On n'en a toujours pas qui soit près de la faculté de médecine et de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les gendarmes qui se sont déplacés avec une tente mobile d'ADN. Et ça a été une grande avancée qui a vu le jour grâce à ce qu'on a appris à Paris. Et donc, à côté de la morgue, dans le parking de la faculté de médecine qui était à 2 minutes à pied, la tente des gendarmes avec l'ADN. Et donc, ça a permis un travail absolument extraordinaire et sans erreur pour permettre d'identifier en 5 jours 86 personnes, en sachant que tous ceux qui étaient en réanimation, également vivants, mais dans le coma, ont subi le même processus. Parce qu'on ne se contentait pas de dire, d'écouter la famille pour dire oui, c'est mon oncle, c'est ma tante. La même procédure d'identification, ce qui a évité beaucoup d'erreurs. Et à la fin, toutes les personnes qui sont impliquées dans ce processus d'identification se réunissaient à peu près 2 fois par jour, c'est-à-dire police, procureur, laboratoire d'ADN, dentiste, légiste, police technique et scientifique, pour voir si ça matchait et si on pouvait valider l'identification. Et c'était qu'à l'issue de la validation par la commission d'identification qu'on pouvait établir le décès de telle ou telle personne. Et à la fin, le canal de communication était unique, c'était la justice qui informait du décès des victimes. Ce n'est pas les scientifiques, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'hôpital qui informait les familles d'un décès et de l'identification d'une personne décédée. Ça restait canal justice. L'autre volet de la médecine légale, c'est comment faire un bilan lésionnel de 86 cadavres en 5 jours. Alors là, c'est différent. La première chose pour tout le monde, c'est un examen externe de corps, c'est-à-dire qu'on va déshabiller la victime quand on a un corps et on va faire l'inventaire des blessures. Donc pour tout le monde un scanner post-mortem. Donc vous vous doutez bien qu'avec le nombre de victimes vivantes qui avaient besoin de scanner, scanner 86 cadavres, ça n'a pas été facile, même sur un plan relationnel avec nos collègues médecins radiologues, avec l'hôpital, parce qu'il est bien évident que les vivants étaient prioritaires. Mais il fallait le faire. Donc on s'est organisé à 5 h du matin quand il n'y avait pas trop de monde. Les 86 corps ont été scannés. À l'issue de l'examen et du scanner, on pouvait ou on ne pouvait pas affirmer la cause du décès. Alors vous allez me dire quand même, ils ont été écrasés par un gros camion, vous ne pouviez pas affirmer la cause du décès. Eh bien, étonnamment, dans certains cas, le corps n'avait presque pas de marque à l'extérieur. Malgré tout, parce que tous les dommages étaient internes. Alors le scanner, dans ces cas-là, a levé le doute pour certains cas où on ne voyait rien à l'extérieur, mais le scanner a montré qu'il y avait un délabrement massif à l'intérieur. Mais il restait encore des cas qui posaient problème. Et donc, c'est posé la question de faire des autopsies. L'autopsie, c'est une autopsie médico-légale dans ce cas-là, c'est une autopsie judiciaire, c'est une autopsie où le consentement de la famille n'est pas demandé, c'est une autopsie où c'est la justice qui impose. Eh bien, les indications d'autopsie, il a bien fallu les décider.
Et ce qui est important de savoir, c'est qu'en matière d'attentat ou dans la vie de tous les jours, ce n'est jamais le médecin légiste seul qui décide s'il faut faire une autopsie. Dans la vie de tous les jours, le médecin légiste propose au procureur de la République, à l'officier de police judiciaire, de faire une autopsie en expliquant pourquoi il veut faire cette autopsie. Et ça reste la justice qui dit oui ou qui dit non. En matière d'attentat, c'est la même chose, à part que nous avons décidé conjointement qui devait être autopsié. Et à l'issue d'une réflexion globale, on a dit que seules 3 circonstances allaient nécessiter d'autopsier les gens. En gros, c'était ceux qu'on suspectait d'avoir reçu un projectile d'arme à feu, parce que je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de tirs sur le camion et l'hypothèse d'une balle perdue ne peut pas être exclue a priori, en fonction de certaines blessures. Donc la recherche d'un projectile d'arme à feu. Nous avons décidé, nous, c'est équipe médico-légale et procureur Molins, d'autopsier toutes les victimes qui ne sont pas mortes sur le coup, parce que celles qui sont mortes sur le coup, de toute façon, il n'y avait plus grand-chose à dire, mais celles qui ne sont pas mortes sur le coup, pour voir pourquoi. Et donc, ça a été établi ensemble. Les autopsies ont été faites. Il y en a eu beaucoup moins que 86 du coup. Il n'y en a eu que 14. Et les rapports rendus à l'officier de police au fil de l'eau et les scellés judiciaires faits au fil de l'eau. Des procédures qu'on ne fait pas d'habitude, mais tout était fait en même temps. Je pense que, sauf si vous habitiez dans une grotte ces dernières années, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu des discussions sur les autopsies de l'attentat du 14 juillet. Les questions se sont posées sur « mais pourquoi vous avez fait des autopsies ?» Alors, je vous ai expliqué comment, en amont, ça a été choisi avec la justice de faire des autopsies. Bien sûr, c'était pour établir formellement la cause du décès. On a quand même eu des cas où il y avait des projectiles d'armes à feu. Mais globalement, et je crois que s'il y a quelque chose à vraiment retenir, c'est pour pouvoir répondre aux questions ultérieures. Regardez pour les Niçois ou ceux qui lisent les médias. Il y a eu une tuerie à Nice il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, dans un quartier difficile, avec plusieurs victimes par arme à feu. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi vous les autopsiez? Ils sont morts par arme à feu. Le problème n'est pas la cause de la mort. Ce n'est pas parce qu'on connaît la cause de la mort qu'il ne faut pas faire d'autopsie. C'est pour répondre à tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les circonstances de la mort. Et là, dans ce cas-là, c'était, comme dans toutes les affaires criminelles, le problème, les circonstances du décès, et en particulier lever toutes les incertitudes, ou lever tous les doutes, ou surtout pouvoir répondre ultérieurement aux familles qui vont poser des questions et pour lesquelles on n'aurait pas de réponse si on n'avait pas poussé un petit peu plus les investigations. En contexte criminel, on fait des autopsies parce qu'on doit pouvoir répondre à toutes les questions et pas que à la cause de la mort qui, parfois, en matière criminelle, ne pose pas de problème. Quand on fait une autopsie, on fait des prélèvements. Là aussi, vous en avez certainement entendu parler. Qu'est-ce qu'on fait comme prélèvement lors d'une autopsie? On fait des prélèvements qu'on appelle toxicologiques, c'est-à-dire on recherche l'imprégnation par des produits toxiques, des drogues, des victimes. On fait également des prélèvements d'organes et de fragments d'organes pour regarder au microscope ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et là, c'est très important dans un contexte criminel pour écarter justement toutes les problématiques et autres suspicions auxquelles on ne pourrait pas répondre si on ne le faisait pas. Parce que vous vous doutez bien que dans une affaire criminelle classique, on ne sait pas comment va tourner un dossier. Quels problèmes vont apparaître? Et dans un attentat encore moins. Parce qu'il n'y a pas qu'une victime, il y en a 86. Si on ne peut pas calculer pour les 86 en amont ce qui pourrait éventuellement arriver. Et je vous donne des exemples. Quand une victime ne meurt pas sur le coup, c'est qu'elle a survécu. Elle a survécu un certain temps. Combien de temps? Pourquoi? C'est vraiment des questions que les familles peuvent poser. Ou alors, le rôle d'un état antérieur. Un avocat va dire oui, certes mon client a mis 3 balles dans la tête, mais de toute façon, il était tellement malade.
Et donc le rôle de l'état antérieur. Bon, 3 balles dans la tête, j'exagère, mais une blessure plus légère, un coup de couteau qui a fait une hémorragie qu'on aurait peut-être pu rattraper, oui, mais sur un état antérieur très fragile, quel est le rôle de l'un et de l'autre? Ce sont des questions auxquelles il faut pouvoir répondre. Donc nous avons fait ces prélèvements, tout a été fait dans les règles de l'art. L'autre question qui se pose, c'est comment gérer la communication. Comme je vous l'ai dit, on ne communique pas. L'Institut de médecine légale ne communique pas avec les familles, et les médecins légistes ne communiquent pas avec les familles. C'est une règle de base en matière criminelle, en médecine légale française, et en particulier dans les affaires d'attentats, où il y a un canal centralisé de communication. Mais il s'avère que les familles se sont beaucoup plaintes de ne pas avoir été informées. Et dans cette affaire de l'attentat de Nice, sont apparues des problématiques qui n'ont jamais existé avant. La première problématique, c'est « vous ne m'avez pas prévenu que mon proche aurait une autopsie ». Depuis que je fais ce métier, je n'ai jamais entendu ça. Jamais une famille s'est plainte de ne pas être prévenue qu'on ne faisait pas une autopsie. Alors, il y a dû avoir des manquements, mais il faut comprendre qu'on est dans un contexte de guerre, on est dans un contexte extrêmement compliqué, et peut-être que la police, la justice n'a pas eu le temps de prévenir tout le monde. C'est une mission qui incombait à la justice, mais on peut comprendre que ce n'est pas une situation normale. Donc certaines familles se sont plaintes de ne pas être informées suffisamment. Puis il y a un problème majeur avec les médias, comme souvent, où ils ont fait des articles de presse complètement mensongers. Ils ont fait des insinuations grotesques du style « l'Institut de médecine légale a perdu des organes ». C'est quelque chose dans une vie entière que je croyais qu'on n'entendrait pas. Mais pourtant, on l'a entendu. Pourquoi? Parce que des prélèvements ont été faits en accord avec la justice pour faire des analyses, mais ces analyses n'ont jamais eu lieu. Pourquoi elles n'ont jamais eu lieu? Parce que la justice, le juge d'instruction a estimé, des mois et des années après, que ce n'était pas nécessaire. Mais les familles n'ont jamais compris. Et après, quand les familles demandaient les organes, eh bien, la justice était occupée à faire autre chose, on ne l'a pas répondu de suite. On nous a posé la question, on ne pouvait pas répondre. Donc, ils en ont conclu, nous avons perdu les organes. Et ça a fait un désastre médiatique. Vous vous doutez bien que rien n'a été perdu. Mais ça faisait partie des insinuations et des mensonges de la justice. Et alors, une famille a dit, oui, mais finalement, il s'est passé tant d'années, rendez-moi les organes de mes enfants, très bien, avec une procédure judiciaire assez innovante, parce que ça ne s'était jamais vu auparavant. Et d'ailleurs, il y a un vide juridique sur l'histoire de est-ce qu'on rend des organes. Une famille a dit, oui, mais moi, je ne sais pas finalement si c'est les bons organes. Encore quelque chose de surréaliste. Et donc, ils ont dit, oui, mais j'aimerais bien que vous fassiez de l'ADN sur ces organes, pour vérifier que c'est bien les nôtres. Surréaliste. Ça a été accordé. Surréaliste. Ça a été fait. Ça a donné quoi? Rien du tout. Parce qu'il y avait trop de temps qui s'était passé. Et quand on garde des organes aussi longtemps, on les met dans un produit extrêmement agressif et toxique qui s'appelle le formol. Et donc, ça a tout dénaturé. Ça a trop attendu. Mais il est quand même, nous avons été quand même surpris d'entendre que oui, on allait contrôler si on n'allait pas mélanger les organes. Et tout ça, c'est un emballement finalement de société, un emballement médiatique, parce que je sais très bien que personne n'a jamais douté qu'on ait pu ni perdre, ni mélanger quelque chose. Mais le système a été comme ça. Et ça, c'est l'attentat de Nice. Et à la fin, il y a eu un procès. Il y a eu un procès qui a complètement dévié. Alors, on s'est demandé si c'était le procès de la médecine légale. On s'est demandé si c'était parce que l'auteur était mort. Il y a un avocat très réputé, pénaliste, qui a dit, parce que vous savez que dans un contexte d'attentat, c'est une cour spéciale d'assises qui va juger. Ce n'est pas une cour d'assises normale. Et comme il a dit avec beaucoup d'humour, c'est plus une cour spéciale que d'assises.
parce que le procès était très surprenant en première instance. Il y a eu un appel. Mais en première instance, finalement, ça a été la question, mais pourquoi vous avez fait des autopsies? Ça a tourné autour de, mais pourquoi vous avez fait des prélèvements? Pourquoi vous avez fait des autopsies? Pourquoi vous n'avez pas prévenu les familles? Alors, à toutes ces questions, vous savez répondre maintenant, je viens de vous expliquer. Il y en a une autre. Pourquoi vous avez pris les étudiants en médecine pour vous aider? Mais parce qu'on avait 5 jours pour faire un travail colossal et ils nous ont aidés, c'est des futurs médecins. Oui, mais c'est dur pour eux. Oui, c'est vrai que c'est dur pour eux, mais c'est des futurs médecins. Donc un procès qui a été très étrange, très difficile à vivre par la France entière, et pas que par l'IML de Nice, parce qu'on a senti une sorte de déviation de nos missions. Il y a eu beaucoup de souffrances de tout le monde. Il y a eu des personnels qu'on connaissait, qui étaient habitués à pleurer. J'ai vu des vieux légistes qui avaient fait juste avant à la German Airwings, mais qui pleuraient. Alors pourquoi? Parce que déjà la German Airwings, ce n'était pas des corps entiers, c'était des fragments brûlés. Donc il n'y a pas la même connotation émotionnelle. Mais c'est extrêmement dur de faire un métier pareil. Je ne vais pas faire de grandes descriptions. Nos amis les pompiers qui sont là le savent. Tous ceux qui étaient sur place le savent, c'est très dur. Et pour autant, personne ne s'est préoccupé de la santé morale et mentale de tous ceux qui ont travaillé à l'IML. Jamais personne. Donc, une fois que tout ça a été dit, j'oubliais quand même qu'à la fin des opérations, l'Institut de médecine légale a été ultra félicité parce que tout a été fait en 5 jours, sans erreur et parfaitement bien. Donc, c'est le procès qui a été compliqué, c'est le procès qui a dévié. Les questions qu'on peut se poser, c'est finalement, au jour d'aujourd'hui, quel est le rôle de la médecine légale? Vous avez compris que dire la cause de la mort, c'est pas souvent le problème. Quand on s'est pris une balle, quand on s'est pris 15 coups de couteau, on sait de quoi on est mort. Mais ce qu'on veut savoir, c'est comment on s'est pris la balle, de face, de dos, quelle était la balle, quelle était la distance de tir, combien de temps il a survécu, est-ce qu'il a pu marcher encore ces 100 mètres avant de mourir? Parce que c'est bizarre, il a fait des choses après avoir reçu sa balle. Vous comprenez? C'est un environnement, c'est des circonstances, ce n'est pas la cause du décès. Donc les circonstances sont toujours à préciser en matière criminelle. Tous les cofacteurs, est-ce qu'il a survécu, est-ce qu'il était déjà malade? Autant de questions qu'on ne peut pas prévoir au moment du chaos, mais qui peuvent survenir. Regardez, on n'avait jamais prévu tout ce qui s'est passé lors du procès de l'attentat du 14 juillet. On avait pensé à beaucoup de choses, mais pas à ça. Et la deuxième question qui fait beaucoup parler d'elle, alors il y a eu un appel où j'ai pu aller et expliquer beaucoup de choses. Je pense que les familles ont compris, ce n'était pas un appel normal. Un appel, c'est fait pour rejuger une histoire. On recommence tout, et on rejuge. Mais là, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à dire de plus que ce que la France entière savait. Mais ce que j'ai voulu vraiment dire, c'est pourquoi il y avait eu ces autopsies et ces prélèvements. Et donc, je parlais en fait aux familles. Je ne faisais pas grand-chose. J'avais un auteur qui était mort, des complices que je connaissais de toute façon, pas parce que dans l'affaire médico-légale, on ne les connaissait pas, mais j'avais des familles qui avaient souffert. Et je voulais leur expliquer un petit peu ce que je vous explique très très rapidement, mais pour eux, ça a passé 3 heures. Et je pense qu'ils ont compris des choses importantes. Et pour moi, l'appel, ça a été ça. Ce n'était pas un rejugement. Oui, c'était un rejugement. Mais c'était surtout de faire passer des messages aux familles. Et de dire que quand on est dans une affaire criminelle, attentat ou pas, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et il faut être très prudent. Il faut prendre toutes les preuves. Parce qu'après, sur le corps, on n'y revient pas. Et les réponses, elles sont sur le corps. Et si on ne fait pas ce qu'il faut complètement, eh bien, on ne saura jamais répondre à certains problèmes que les familles sont légitimement en droit de poser comme question. Donc pour conclure, je dirais la société évolue, la criminalité aussi, on n'a jamais été dans une zone aussi tendue, dans une période aussi sensible en matière de violence. Nous, en tant que médecins légistes, on le voit, il y a de plus en plus de violences graves par arme. Les Kalachnikov arrivent finalement à Nice. Avant, ils étaient un peu à Marseille, mais maintenant, on a de tout. Le terrorisme est à côté de nous. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. Et donc, je pense que la médecine légale et la justice doivent évoluer ensemble
pour que ce genre de problématique ne recommence pas, en sachant que de toute façon en matière d'attentat, quoi qu'on fasse, on le fait ensemble, on prend les décisions ensemble, le binôme légiste-procureur de la République est essentiel et on doit avancer avec l'évolution de la société parce que se dévoilent finalement à chaque attentat des nouvelles problématiques.